Ayoka, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Tani. Je suis originaire du Togo. Mon prénom signifie en langue Moba fille née le lundi. Je suis la présentatrice de l'émission Le Journal intime du Noir. Cette émission a pour but de traiter les différentes formes de racisme dont est victime le Noir dans ses relations avec les peuples à peau blanche. Le thème d'aujourd'hui est les impressions de l'étranger sur le Noir. Je vais à chaque fois présenter un témoignage d'un Noir victime de racisme. À partir de ce témoignage, je vais analyser les comportements des personnes concernées et proposer des solutions pour contrecarrer ces pratiques racistes des peuples à peau blanche. Le mot étranger désigne tous les peuples à peau blanche sauf les albinos africains. Aujourd'hui, les vrais noms des personnes concernées seront mentionnés dans le témoignage. Cette émission est un soutien psychologique pour le peuple noir contre le racisme. Nous allons faire aujourd'hui la connaissance d'une élite africaine du nom de Shaka Zulu. L'héros du jour s'appelle Shaka Zulu. Il naquit en juillet 1787 parmi le peuple Elendjeni d'où sa mère était originaire. Shaka est l'auteur et le symbole de l'unité Zoulou, c'est pourquoi il est toujours commémoré de nos jours par les rois et le peuple Zoulou. Le parti de la liberté Nkata qui domine le KwaZulu-Natal s'identifie au roi Shaka. Selon la description du professeur au sujet de la vie de Shaka Zulu, sa naissance serait prédite par une prophétesse nommée Setayi. Selon cette dernière, un enfant, qui apportera un nouvel ordre et une nouvelle nation, naîtra. Le professeur avait des qualificatifs positifs sur Shaka Zulu tels qu'un génie militaire en Afrique ou un bâtisseur de nations et non un tueur assoiffé de sang comme le décrivent les récits erronés des Européens. Le père de Shaka Zulu était appelé du nom de Senzangakuna. Sa mère était la princesse Nandi provenant de la famille royale de Molonga et vivait à Elendjeni. Selon le professeur, le nom Shaka provenait d'une maladie connue du nom des Shaka. Les symptômes de cette maladie étaient par exemple les douleurs, la paresse et un gonflement des corps des femmes. Puisque la conception de Shaka était extra-conjugale, personne n'avait su que la mère de Shaka était enceinte, car elle présentait les caractéristiques de cette maladie. C'est alors que les habitants de la communauté crurent qu'elle souffrait des Shaka. C'est de cet événement que provient le nom Shaka. Les noms de l'héros étaient Shaka Senzangakuna. Shaka portait le prénom de son père comme nom de famille, car c'était la tradition de l'époque. Le nom Zulu était le nom du grand-père de Shaka. Shaka provient de deux familles royales. Malheureusement, il eut une enfance malheureuse, car pour des raisons différentes, il ne pouvait pas vivre jusqu'à l'âge adulte auprès de son père. Il avait d'abord grandi auprès de son beau-père qui fut tué plus tard, puis dans le royaume du roi Mtetwa d'Enjiswayo. Shaka avait une demi-sœur. Grâce à son courage et à son intelligence, Shaka avait eu à 16 ans une promotion dans l'armée de ce roi en tant que chef principal. Déjà très jeune, il avait impacté positivement l'armée du roi d'Enjiswayo en y apportant beaucoup de réformes. Il était devenu très populaire et très redouté dans plusieurs royaumes. Lorsque son père, le roi mourut, le roi d'Enjiswayo l'aida à succéder au trône de son père. Le vrai successeur qui était le demi-frère de Shaka fut tué. Shaka devint roi en 1816. À la mort du roi d'Enjiswayo, Shaka prit son royaume, y compris les clans conquis par ce roi. Shaka est considéré comme le fondateur du peuple Zoulou. Son objectif était que les habitants de son royaume aient une identité culturelle et s'appellent peuple Zoulou. La raison pour laquelle le docteur Maxwell Zakele Chamaz et l'historien Mtundeni Patrick Mbata veulent réécrire l'histoire de Shaka Zulu était que les Européens ont raconté des mensonges à son sujet en lui donnant de mauvais qualificatifs, alors que ce sont eux qui ont commis plus de crimes humains que Shaka Zulu. Voici quelques citations du professeur lors d'une interview. Très peu de choses ont été écrites sur le roi Shaka du point de vue Africa. Certaines des choses écrites par des non-africains sont même incorrectes sur le plan des faits. Alors nous voulons raconter l'histoire d'un point de vue africain. C'était un génie militaire africain, pas un Napoléon noir. Pourquoi ne pas dire que Napoléon était un Shaka blanc? Il n'est jamais allé en Europe et aucun Européen ne lui a appris ce qu'il faisait en termes de guerre. C'est son propre génie qui lui a appris. Fin de citation. Shaka est toujours célébré par les rois et le peuple Zoulou. Le parti de la liberté Nkata qui est influent à KwaZulu-Natal se compare au Shaka. La mort de sa mère Nandi l'avait beaucoup attristé. C'est pourquoi, il tuait des personnes soit par motif de vengeance pour l'avoir intimidé pendant son enfance,
soit pour n'avoir pas été très attristé par la mort de sa mère. C'est pour cette raison qu'il fut tué en septembre 1828 par la complicité de sa tante. C'est la fin du récit. Maintenant je vais passer à la phase d'analyse du témoignage en décrivant le comportement des personnes concernées et en proposant des solutions pour contrecarrer le racisme. Premier comportement de Shaka Zulu. Malgré qu'il soit né de deux familles royales, il avait connu une enfance malheureuse. Il était un enfant courageux et très intelligent. Comment auriez-vous agir face à cette situation? Shaka avait su développer une forte personnalité avec de positives qualités, malgré son enfance malheureuse. Il est à féliciter pour cela, car les mauvaises expériences qu'il avait vécues dans l'enfance auraient pu influencer négativement sa personnalité. Je conseille chacun à prendre sur ce point Shaka comme un modèle. La vie est une alternance entre les situations difficiles et les situations heureuses. Cette sagesse est enseignée dans la spiritualité de l'Égypte antique noire où on parle du dieu Seth qui est responsable de créer les difficultés et le désordre dans la vie des autres dieux et des humains. Pendant que d'autres dieux sont responsables de faire du bien. Cette même sagesse est reprise dans le christianisme où on parle de Satan, qui aussi joue le même rôle que le dieu égyptien Seth. C'est important que chacun trouve une stratégie adéquate pour surmonter les difficultés de la vie. Premier comportement du roi Dingiswayo. C'était grâce à ses qualités que Shaka fut promu à 16 ans dans l'armée du roi Dingiswayo en tant que chef principal. Comment auriez-vous agi face à cette situation? Le roi Dingiswayo avait été très sage en accueillant Shaka, sa mère et sa demi-sœur dans son royaume, car quelle que soit l'origine du noir, nous sommes tous des frères et sœurs. De plus, il avait montré encore de la sagesse en détectant les talents de Shaka et en y accordant de l'importance. Car il savait que la puissance et la prospérité d'un royaume dépend aussi du dynamisme des talentueux citoyens. Pour la reconstruction des nations du peuple noir après les ravages liés à la colonisation. Les sociétés africaines ont besoin de talentueux, d'élites, etc. C'est important de revaloriser les talents des uns et des autres au sein de la communauté africaine. Les politiciens africains de l'époque contemporaine devraient imiter les qualités de ce roi en agissant en la faveur du peuple noir. Le comportement du président rwandais Paul Kagame qui, avec le soutien des nations industrialisées, mène la guerre contre le peuple congolais est à qualifier comme une traîtrise envers la communauté noire. Lui et les nations industrialisées sont les esclaves du mal ou du dieu égyptien Seth. Deuxième comportement de Shaka Zulu. Déjà très jeune, il avait impacté positivement l'armée du roi Dingiswayo en y apportant beaucoup de réformes. Il était devenu très populaire et très redouté dans plusieurs royaumes. Comment auriez-vous agi si vous étiez à la place de Shaka? Shaka Zulu avait montré de la loyauté à l'égard du roi Dingiswayo durant son service militaire auprès de lui. C'est ainsi qu'il avait travaillé dur pour inventer de nouvelles stratégies de guerre efficaces grâce auxquelles l'armée devint très puissante et redoutée. Shaka Zulu avait pour priorité le bien-être du royaume et des habitants. En son temps, la traîtrise envers le royaume du roi Dingiswayo et la soumission à un autre peuple n'étaient pas dans ses pensées. Les autorités actuelles des nations africaines devraient imiter ces qualités positives de Shaka Zulu, au lieu de se laisser corrompre par les nations industrialisées à qui elles autorisent de piller les biens du peuple en tuant le peuple. En agissant ainsi, on constate un grand regret intellectuel de la part de ces autorités actuelles des nations africaines qui admettent ces atrocités. Deuxième comportement du roi Dingiswayo. Lorsque son père, le roi mourut, le roi Dingiswayo l'aida à succéder au trône de son père. Le vrai successeur qui était le demi-frère de Shaka Zulu fut tué. Shaka devint roi en 1816. Comment auriez-vous géré la mort du père de Shaka Zulu, si vous étiez à la place du roi Dingiswayo? Il est vrai que ce roi apprécie beaucoup Shaka Zulu pour ses nombreuses qualités et pour le service qu'il a rendu à son royaume. Mais il aurait dû le récompenser d'une autre manière que de l'assister dans le meurtre de son demi-frère pour prendre le trône. En lisant la biographie de Shaka, je suppose que le royaume de Shaka Zulu n'était pas soumis au royaume du roi Dingiswayo. Il y avait entre les deux royaumes, une alliance basée sur le respect mutuel, l'équité, etc. Sur ce point, Shaka Zulu n'est pas comparable à la grande majorité des présidents africains contemporains qui font des alliances avec des nations opportunistes dont les objectifs principaux sont de piller les minéraux des nations, de bafouer les cultures africaines et d'oppresser le peuple africain. La majorité de ces présidents ne sont même pas capables de protéger ni leur peuple,
ni leurs ressources naturelles contre ces vautours étrangers. Troisième comportement de Shaka Zulu. À la mort du roi Dingiswayo, Shaka prit son royaume, y compris les clans conquis par ce roi. Shaka est considéré comme le fondateur du peuple Zulu. C'était son objectif que les habitants de son royaume aient une identité culturelle et s'appellent peuple Zulu. Comment auriez-vous géré la mort du roi Dingiswayo si vous étiez à la place de Shaka Zulu? L'idée qu'il ait rattaché le royaume du roi Dingiswayo et les clans conquis par ce roi à son royaume pour en faire un seul royaume est une très bonne initiative de sa part. L'essentiel est que cette unification des peuples soit faite sur des bases pacifiques. Sur ce point, Shaka est à féliciter, car en son temps, il avait compris l'importance de l'unité d'un peuple, pendant que la plupart des politiciens africains de l'époque contemporaine se laissent corrompre par les nations industrialisées pour diviser le peuple, mieux le piller et l'oppresser. Premier comportement du Dr Maxwell Zakele Shamaz et l'historien Hampton Denis Patrick Mbata. La raison pour laquelle le Dr Maxwell Zakele Shamaz et l'historien Hampton Denis Patrick Mbata veulent réécrire l'histoire de Shaka Zulu était que les Européens ont raconté des mensonges à son sujet en lui attribuant de mauvais qualificatifs, alors que ce sont eux qui ont commis plus de crimes humains que Shaka Zulu. Voici quelques citations du professeur lors d'une interview. Je cite, « Très peu de choses ont été écrites sur le roi Shaka du point de vue africain. Certaines des choses écrites par des non-africains sont même incorrectes sur le plan des faits, alors nous voulons raconter l'histoire d'un point de vue africain. C'était un génie militaire africain, pas un Napoléon noir. Pourquoi ne pas dire que Napoléon était un Shaka blanc? Il n'est jamais allé en Europe et aucun Européen ne lui a appris ce qu'il faisait en termes de guerre. C'est son propre génie qui lui a appris. » Fin de citation. Comment auriez-vous agi face aux mensonges des Européens liés à votre histoire? Ces deux élites africaines ont bien agi en prenant l'initiative de raconter la vraie version de l'histoire de l'héros africain Shaka Zulu. Il est logique que c'est le devoir d'un peuple de raconter sa propre histoire et non celui de ses ennemis. Car au nom du racisme, l'ennemi diluera l'histoire du peuple victime par des mensonges. La remarque de ces deux élites africaines sur la comparaison de l'héros Shaka Zulu à Napoléon est très importante. C'est une forme de mépris à l'égard de cet héros africain, lorsque les Européens l'appellent le Napoléon noir. Cette comparaison est illogique, car Shaka Zulu n'avait jamais connu Napoléon et n'avait pas appris les stratégies de guerre auprès de Napoléon. Et comme ils ont dit, on devrait qualifier Napoléon aussi d'un Shaka blanc. Je crois que la communauté noire devrait adopter cette perspective. Si les Européens admettent que Shaka est le Napoléon noir, alors les Africains devraient aussi admettre que Napoléon est le Shaka blanc. Dans la vie, si les adeptes du dieu égyptien Seth créent le désordre, déséquilibre ou l'injustice, alors les adeptes des dieux du bien doivent rétablir l'ordre, l'équilibre ou la justice. Bref, malgré son jeune âge et les mauvaises expériences qu'il avait vécues dans son enfance, Shaka Zulu avait développé des bonnes qualités grâce auxquelles il était devenu une personnalité très importante dans l'histoire de l'Afrique. Les Européens avec leurs tendances racistes ont raconté son histoire en y ajoutant du mensonge et aussi en le qualifiant de Napoléon noir. Depuis des millénaires, il y eut toujours des héros et des élites parmi le peuple noir. Combien de fois ces Européens ont qualifié leurs élites en leur attribuant les noms des élites africaines? Même en copiant ou en volant les biens culturels des Africains, ils ont rarement le courage d'avouer l'origine africaine de ces biens culturels. En outre, ces Européens qualifient Shaka Zulu d'un roi sanguinaire, mais la réalité a prouvé que les responsables de la colonisation, des deux guerres mondiales, des guerres en Afrique, etc., sont plus sanguinaires que Shaka Zulu. C'est aussi l'une des formes de racisme des peuples à peau blanche contre le noir qui consiste à ce que les peuples à peau blanche attribuent aux noirs leurs défauts. Comme leçon à retenir, le degré d'intelligence d'un être humain ne dépend ni de son âge, ni de la couleur de sa peau, ni de son statut social, ni de l'école. Peuple noir, crois en ton Dieu et en toi-même, puis brise les chaînes de la prison mentale et culturelle dont tu es victime depuis l'époque coloniale. Lève-toi et lutte pour la vérité et la justice. C'est presque la fin de l'émission. Cette émission met en lumière quelques comportements racistes des peuples à peau blanche contre le noir qui consistent à raconter avec fausseté l'histoire du peuple noir et aussi en qualifiant les héros africains avec les noms de leurs élites. Le peuple noir doit imiter les qualités positives de Shaka Zulu,
qui déjà très jeune et à partir de rien du tout avait contribué au développement du royaume du roi Dingiswayo. Le peuple noir devrait se concentrer sur ses propres élites pour réhabiliter son identité culturelle. De la manière dont les plantes renaissent et repoussent après le passage d'un feu de brousse, c'est de cette même manière que le peuple noir devrait réhabiliter son identité culturelle. Après le passage de la colonisation qui symbolise le feu de brousse. Avant de vous quitter, je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers ce conseil et cette belle photo de Clan Clos aux bananes plantains. À votre attention, il existe deux formes de racisme. Il y a le racisme ouvert où la personne blanche te dit ouvertement et grossièrement le mal qu'il pense de toi, ou t'attaque physiquement. Puis il y a aussi le racisme subtil où la personne blanche se sert de l'humanisme pour masquer ses plans opportunistes. En nous référant au récit sur la vie de Shaka Zulu, le fait de le traiter de roi sanguinaire et de le qualifier de Napoléon noir sont des exemples de racisme ouvert. Car ce sont des injures à son égard. Shaka n'est pas plus sanguinaire que les nations industrialisées. Lorsque le noir est confronté au racisme d'un blanc, il est appelé à s'adapter à la situation. L'adaptation ne veut pas dire qu'il faut croire aux grossièretés, ou à l'intérêt opportuniste du raciste, ou à se laisser déstabiliser moralement, mais plutôt en devenant maître de la situation. On devient maître de la situation lorsqu'on prend conscience que le blanc raciste est esclave des préjugés, des frustrations culturelles inconscientes et des frustrations privées conscientes. Le blanc raciste est celui qui sent continuellement un vide en lui et a continuellement besoin de l'attention du noir pour combler ce grand vide. Pour ce faire, il invite des mensonges sur le noir pour le rendre plus petit que lui et invente par contre des mensonges sur lui-même pour se rendre plus grand que le noir. Lorsque le noir croit en ses mensonges et est démoralisé, alors le blanc raciste se sent grand et confiant en lui-même. Mais si le noir ne croit pas en ses mensonges, du coup le blanc raciste devient petit, car le grand vide et le manque de confiance le rattrapent. La recette d'adaptation au racisme du blanc que je propose au noir est de croire aux promesses de Dieu, en soi-même, en ses propres valeurs culturelles et en ses observations de la vie. Là où le blanc raciste prêchera le mensonge, le noir doit corriger avec la vérité. Là où le blanc raciste commettra l'injustice, le noir doit rétablir la justice. Là où le blanc raciste prononcera des malédictions masquées d'humanisme contre le noir doit renvoyer les malédictions à l'envoyeur. Si les nations du peuple noir étaient vraiment pauvres, les nations impérialistes ne s'y accrocheraient pas. Là où le blanc raciste sera à l'offensive, le noir doit être à la défensive. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Akun Manu, au revoir.